Qui sera le prochain président du Niger? Après 2 mandats, Mahamadou Issoufou a décidé, lui, de ne pas se présenter. Un candidat a été investi par son parti, le PNDS. Il s'agit de Mohamed Bazoum. Pour comprendre quel est le bilan d'abord du président Mahamadou Issoufou, nous nous sommes rendus à Niamey, où là, on a pu découvrir ce qui a été entrepris sur le plan économique et sur le plan social. Mais concernant ces élections présidentielles qui auront lieu le 27 décembre prochain, 30 candidats sont en lice pour ce fauteuil. Mohamed Bazoum, s'il est considéré comme le dauphin mais également le favori, présente un programme. Quelles sont les attentes des citoyens nigériens? C'est la question du jour. Mais tout au cours de cette investigation, nous avons rencontré également les membres du parti qui nous ont dit ce qu'ils pensaient de leur candidat. Vous êtes sur Regard Extérieur, bienvenue. Le refus du 3e mandat du président Issoufou. À cette question que vous me posez, il faut dire que c'est la nouvelle la plus rafraîchissante justement de cette fin d'année, mais aussi de ces dernières années, puisque cela a été acté depuis un certain temps que le président Issoufou n'allait pas se présenter. Face à une Afrique justement déprimée par tant d'instabilité politique due à des élections contre nature, mais aussi à cette pandémie qui sévit sur le continent, je pense que cette nouvelle ou bien cette donne ne donnera que du baume au cœur de tous les démocrates. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire politique du Niger, qui a été marquée par tant d'années d'instabilité, d'interruption démocratique, etc., un président élu cédera sa place à un autre président élu. Et là-dessus, je pense qu'il a tenu bon. Il a tenu bon, même si à un certain moment, il y avait un sentiment d'incrédulité de la part de certains qui ne croyaient pas qu'il allait justement honorer cette promesse qu'il a de tout le temps fait. Depuis plusieurs années, il le disait, il le répétait dans les médias nationaux et internationaux, et à chaque occasion qui se présentait, donc pour le dire, pour le réaffirmer et pour le réitérer. Le président Issoufou avait annoncé qu'il ne se présentera pas pour un 3e mandat. Depuis lors, vous préparez certainement cette élection. Comment l'avez-vous préparée en amont? Alors, il faut déjà dire que chaque pays est une particularité. Je parle pour le Niger. Et nous avons eu la chance d'avoir un président, un visionnaire qui, depuis très longtemps, dans son engagement politique, a parlé de la nécessité d'installer des institutions solides et fortes. Le président Issoufou, en accédant à la magistrature suprême de notre pays en 2011, a clairement affiché sa volonté non seulement de gouverner avec le projet qui était le sien, celui de la Renaissance, mais aussi de ne pas triturer les textes. Donc de convenir qu'à la fin de son mandat, il organisera des élections. Ce qui est aujourd'hui historique pour notre pays. Jamais dans notre histoire, un président démocratiquement élu n'a passé le témoin à un autre président démocratiquement élu. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette sérénité, donc dans cette marche démocratique qui verra, et je l'espère, le 27 décembre prochain, un président élu, donc ce qui va renforcer notre marche vers la démocratie qui, vous le savez, n'est jamais finie. Maintenant, s'agissant des autres pays, je n'ai pas de critique vraiment à apporter. Je souligne juste qu'il y a une forte volonté aujourd'hui dans tous les pays africains d'aller vers une vraie démocratie. Et je pense que ce que le Niger fait aujourd'hui fait vraiment office d'exemple sur le continent. Et je pense que le mérite revient au peuple nigérien et en premier au président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous abordons cette campagne avec beaucoup d'engouement. C'est une campagne aujourd'hui qui est dans une phase, je dirais, de finalisation. Vous le savez, c'est la phase communication et je dirais information en vérité des partis au niveau d'une élection aussi bien présidentielle, législative que locale. En vérité, les partis animent des dynamiques qui font qu'ils sont obligés en permanence d'aller vers le peuple pour construire leurs projets. Et donc, je dirais qu'un parti, par essence, a cette vocation-là, d'être toujours proche des gens,
pour construire un projet. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période qui est encadrée par la Constitution. Donc nous sommes dans la période de l'offre. Donc aujourd'hui nous sommes en train, à ma qualité de porte-parole du candidat Mohamed Bazoum, de porter la parole sur ses engagements. Si les Nigériens lui donnent mandat pour les 5 prochaines années, quelles sont les propositions qu'il va faire? Et donc c'est cette phase-là que nous abordons aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. À quelques jours de ces élections-là, actuellement, comme vous l'avez constaté en sillonnant même la ville pour venir ici, vous avez dû remarquer que le PNDS est vraiment debout et il est en ordre de bataille. Parce que nous, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire le terrain. Le PNDS ne connaît rien que le terrain. Et aujourd'hui, avec la tendance générale qu'on remarque partout, les résultats des locales ne sont pas encore tombés officiellement, mais on a des tendances qui se dégagent. Et le peuple nigérien, franchement, est en train de répondre ou bien de réagir à l'invitation du PNDS. Vous le savez, c'est le seul candidat qui est passé partout sur l'ensemble du territoire nigérien. Vous savez qu'on a un territoire très vaste, il y a plus de 266 communes. Bazoum est le seul candidat qui a fait l'ensemble du Niger. Il a fait plus de 200 communes à parcourir les champs, à parcourir les marigauds, les prairies, un peu partout pour aller visiter les militants là où ils se trouvent, mobiliser les structures. En résumé, je veux dire que le PNDS se porte bien et on aborde les élections présidentielles et législatives à venir avec une grande sérénité et avec une grande confiance parce que simplement, nous ne sommes pas un parti de Facebook. C'est important de choisir son président. Il faut être fier de faire son vote et dire que voilà, tel ou tel, tu as voté pour qu'il soit président. Je pense que c'est largement suffisant. C'est très très important parce que ça nous permet de savoir et de connaître, en tenant compte du programme de celui qui se présente, que nous votons. Parce que tant que nous ne connaissons pas le contenu du programme, nous ne pouvons pas voter comme ça. Inch'Allah, on va voter pour choisir notre président, celui qui, en tout cas, qui va s'occuper des préoccupations des populations à la base. Nous sommes un pays qui a un taux de croissance démographique de presque 4 pour 100. C'est quelque chose de difficilement supportable pour une économie. Et ça impose à l'État de disposer de ressources nombreuses pour faire face aux besoins de santé de ces enfants, pour leurs besoins d'éducation par la suite, pour leurs besoins de formation et pour leur emploi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile au regard des conditions de l'économie du Niger aujourd'hui. Et on ne peut pas remédier aux défis qui se posent comme ça, sans mettre l'accent sur l'éducation et notamment, bien sûr, l'éducation des jeunes filles. Dans mon programme que je présente aux Nigériens, je dis que nous allons transformer notre école, nous allons la refonder de façon qu'elle puisse produire des jeunes gens qui ont des aptitudes à envisager un avenir professionnel conséquent et nous devons pour cela faire en sorte qu'elle soit efficiente. Et si nous voulons qu'elle soit efficiente, il faut que les enfants qui y sont réussissent. Et lorsque les enfants ne réussissent pas, comme c'est le cas en ce moment, les jeunes filles, à partir de la classe de 6e, sont renvoyées chez elles à l'âge de 13 et 14 ans. Les parents, ne sachant quoi en faire, les donnent en mariage. Et si, comme je le préconise, nous créons des internats dans les établissements du secondaire des campagnes, avec tous les moyens que cela va requérir, nous serons en mesure de garder ces jeunes filles pendant longtemps à l'école. Et une fois qu'une jeune fille est gardée jusqu'à l'âge de 18 ans à l'école, on lui aura évité 2 à 3 couches. Et ça aura un impact sur le taux de fécondité synthétique par femme et sur le taux de croissance démographique pour le pays. Les attentes peuvent être nombreuses, tant les défis au Niger sont nombreux. Il faudra plus, je pense, plus de volontarisme, encore plus, puisque même si l'on sait que le président Issoufou
a imprimé sa marque dans le pays. Beaucoup de choses ont été faites dans ce pays. Il appartiendra au président, au nouveau président, d'aller plus loin. Et je pense que c'est ce qu'on demande presque à tous les présidents qui viennent. C'est aller plus loin que l'autre, que le prédécesseur. Et dans ce cas précis, de mettre l'homme nigérien au centre du paradigme politique. Donc, l'homme au centre de toutes les préoccupations. C'est-à-dire tout simplement une politique qui serait encore plus sociale, qui serait encore plus redistributive. Je pense que cela, nous avons les capacités de le faire et le Niger peut réussir justement dans ce sens-là. Autre chose, assurer plus de sécurité. Et comme vous le savez, le Niger fait face à beaucoup de périls majeurs. Donc nous avons des périls sur nos trois frontières. L'un des rares pays au monde à avoir vraiment des périls donc, dans ses frontières nord avec la Libye, au sud-est avec Boko Haram et à l'ouest donc au Mali où sont implantés les groupes armés terroristes que nous connaissons, Al-Qaïda et Daesh, donc État islamique dans le Grand Sahara. Assurer plus de sécurité, cela veut dire que nous devons faire encore plus d'efforts dans le recrutement des militaires. Et vous n'êtes pas sans savoir, le Niger est un pays qui est très vaste, 1 267 000 km². Et donc, nous avons un soldat pour 80 km². Je pense qu'il faut arriver à un ratio peut-être de un soldat presque chaque 30 km². Donc cela veut dire qu'il faudra plus que doubler justement donc la capacité, justement le nombre donc de ces militaires au Niger. Et puis sur le plan sécuritaire, je pense que tout le monde l'aura constaté, il y a une sorte de millefeuille, surtout dans le nord du Mali, où sont les théâtres d'opération. Donc un millefeuille d'interventionnisme. Vous avez la force Barkhane, vous avez MINUSMA, vous avez le G5 Sahel, vous avez toutes les armées nationales qui sont là. Et là-dessus, je pense qu'il faut une coordination unique qui permettra en fait de juguler justement donc ces attaques terroristes. Je parlais davantage du Mali que de la Libye en vérité dans mon programme parce que nos problèmes d'insécurité au Niger, ils nous viennent du fait de l'existence de groupes armées non étatiques, parfois terroristes, qui occupent tout le nord du territoire malien. En tout cas, lorsque vous traversez la frontière qui nous sépare du Mali jusqu'à Menaka, qui est le premier chef-lieu de région, vous n'avez affaire qu'à des acteurs armés non étatiques. Et cet espace-là du territoire du Mali, c'est l'espace qu'occupent les bases des terroristes qui débordent la frontière et qui mènent certaines actions très nuisibles à notre sécurité et à notre stabilité. Nous n'avons pas des terroristes nigériens qui ont des revendications sur le Niger, qui ont des griefs contre le gouvernement du Niger et qui se proposent de faire quelque chose au Niger avec lesquels nous pourrions discuter. Puisqu'il s'agit d'un problème qui concerne surtout le Mali, moi je suis en train de dire que la communauté internationale doit se mobiliser beaucoup plus qu'elle ne le fait pour que nous trouvions une solution au problème du Mali. Il y a eu cet accord d'Alger de 2014. On avait pensé que, de 2015, on avait pensé que ça pouvait être la base d'une évolution vers une situation qui se stabilisera par la suite. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Mais pour autant, les problèmes restent toujours les mêmes et nous sollicitent de la même façon. Moi, je voudrais, si je suis président, je suis élu président de la République du Niger, j'insisterai sur la nécessité que tous les voisins du Mali se concertent avec les autorités du Mali
pour trouver les formules susceptibles de faire évoluer cette situation, et ce, en relation avec la communauté internationale. Nous avons des partenaires importants comme la France, qui est impliquée militairement dans ce qui s'est fait au Mali. Le gouvernement prochain des États-Unis pourrait aussi être disposé à nous prêter une oreille plus attentive, pourquoi pas. L'Union européenne, tous les membres du Conseil de sécurité, l'Algérie, bien sûr, qui n'est pas tout à fait partie prenante à tout ce qui est en train d'être fait au Mali, depuis l'accord d'Alger à tout le moins. Donc voilà un peu la mobilisation que moi je souhaiterais autour du Mali pour que on mette fin à la situation qui prévaut dans ce pays et que nous, on en termine avec les soucis qui sont induits par cette situation du Mali. Vous avez aussi la Libye. Évidemment, nous, à la frontière nord de notre pays, c'est-à-dire la frontière sud de la Libye, nous avons un grand espace qui constitue une plateforme pour les organisations criminelles qui vivent de tous les trafics qui ont cours dans l'espace sahélo-saharien. La Libye est un arsenal à ciel ouvert où sont déversées des armes en quantité importante et qui ne coûtent pas cher. Et vous avez donc des groupes criminels qui se sont spécialisés dans le trafic de ces armes. Et ce sont eux qui alimentent les guerres du Sahel, c'est-à-dire le foyer malien et le foyer de l'Aqtad de Boko Haram. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'autorité à notre frontière nord et à la frontière sud de la Libye, par conséquent, face à nos militaires à nous, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de militaires pour contrôler le mouvement de ces organisations criminelles, nous serons un pays qui va continuer à être inondé par ces armes et l'utilisation qui en sera faite par les différents groupes criminels, terroristes qui sont aujourd'hui dans cet espace-là. Voilà pourquoi on ne peut pas concevoir la sécurité du Niger sans songer avant tout à trouver des solutions aux problèmes politiques qui se posent en Libye et au Mali. Le président Bazoum vient de nous présenter son programme. C'est un programme qu'il a dénommé Renaissance Acte 3. Et dans ce programme, il a dit que lui, une fois qu'il accède au pouvoir, il va maintenir 25% pour le quota des femmes. C'est un acte vraiment à saluer. Écoutez, comme vous le savez, c'est d'abord le premier parmi les différents candidats à avoir créé un cadre avec les organisations de jeunesse, ce que nous saluons vivement. Le programme, nous l'avons parcouru parce qu'il a été mis à notre disposition. Nous nous félicitons de voir que l'ensemble des préoccupations de notre jeunesse y figurent. Mais que ces préoccupations figurent est une chose, mais qu'elles soient prises en compte dans la gestion est une autre. Donc nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, nous allons être regardants. Si M. Bazoum a la chance d'être élu, nous allons être regardants vis-à-vis du programme qui est aussi un engagement politique. Mais ces réponses ont été très satisfaisantes parce que nous voulons qu'à l'avenir, que ce genre de cadre soit aussi consolidé, puisqu'on parle de consolidation et d'avancement. La meilleure façon, c'est que les meilleures pratiques vécues par la jeunesse au temps du président Issoufou puissent être pérennisées. Et je pense que les engagements qu'il a pris nous rassurent et à plus d'un titre. Le problème majeur de la jeunesse nigérienne, vous le savez, c'est la question de l'emploi. Et en regardant et en procurant son programme, on se rend compte aisément qu'avec l'industrie pétrolière qui va être renforcée de notre pays, avec un pipeline qui va aller jusqu'au port de Cotonou, je n'ai pas de doute que suffisamment d'emplois vont être créés à la jeunesse nigérienne. En tout cas, les promesses, nous les saluons. Nous souhaiterons qu'elles soient tenues et que la jeunesse nigérienne puisse sortir
de ce gouffre-là dont elle a toujours souffert. Lorsqu'on sait que les jeunes sont ouverts à la modernité et à la mondialisation, on ne peut que leur donner une démocratie apaisée, une démocratie pleine et entière. Et là-dessus, je pense que dans certains pays, cela marche, mais dans certains pays aussi, voilà, il y a quand même de sérieux déséquilibres. Je crois que c'est comme au marché, hein. Il y en a qui vendent des tomates, il y en a qui vendent des carottes, il y en a qui vendent du sucre. Donc si tu es artiste, c'est ton choix de prendre position par rapport aux décisions politiques d'un pays. Je crois que c'est dans tout le monde entier, les artistes ont participé à des révolutions surtout. Et je pense que l'artiste est le premier concerné, puisque celui qui parle, en fait, quand vous venez dans un pays, si les artistes ils sont bien lotis, ça veut dire que le pays va bien. Alors, dans notre histoire, les jeunes ont toujours joué un rôle de premier plan. Cela dit, aujourd'hui, c'est encore un autre palier que nous franchissons. Depuis un certain nombre d'années, notre parti a pris date avec la jeunesse. Le président de notre parti, qui est aujourd'hui notre candidat à cette élection présidentielle, a toujours clairement affirmé sa volonté, non seulement d'inclure la jeunesse pour qu'elle soit au cœur de la décision, il est pour nous, pour lui en particulier, puisque c'est lui le candidat, une volonté de rapprocher la jeunesse avec ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire nos aînés, de manière à ce qu'ils puissent avoir ce retour d'expérience. Vous savez, moi je vois des partis qui aujourd'hui scandent « il est temps de tourner la page pour prendre que des jeunes ». Je ne suis pas d'accord avec ce discours que je trouve au passage assez populiste. Pour nous, il y a une volonté non seulement de travailler à ce que la classe politique qui existe aujourd'hui puisse vraiment tenir la main de la jeunesse pour qu'ils puissent vraiment avoir cette expérience, parce que il est une chose de s'engager en politique, l'autre chose est d'avoir l'expérience, parce que la politique c'est quelque chose d'assez sérieux, il s'agit de la vie des gens. Donc nous sommes aujourd'hui, je dirais, dans une phase de transition, nous sommes en train d'apprendre et notre parti a depuis longtemps affiché cette volonté, cette ambition pour la jeunesse. Il est donc normal que nous aussi, les jeunes, nous puissions être vraiment dans l'apprentissage, parce qu'il faut se former, il faut viser l'excellence, il faut il faut proposer des choses, il faut être force de proposition. Donc tout ceci, nous le faisons dans le respect aussi des aînés qui ont consenti énormément de sacrifices pour créer un parti, pour l'amener au stade où il est aujourd'hui, un parti, premier parti du Niger. Donc nous sommes très reconnaissants, en tout cas du rôle que nous jouons aujourd'hui à côté de nos aînés. Nous sommes très satisfaits. Vous avez consacré un certain nombre d'éléments dans votre programme. Revenons maintenant sur l'éducation et l'éducation des femmes. Alors d'abord, parlons de notre programme. Il est vrai que dans cette campagne, et je l'ai d'abord apporté et je vais vous le montrer, nous avons ce programme-là que nous pouvons résumer en deux mots. Consolider, avancer. Consolider parce que ça fait bientôt 10 ans que nous sommes au pouvoir. Donc nous avons aujourd'hui cette expérience du pouvoir. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a durant ces 2 mandats radicalement transformé notre pays. Et cela sur tous les domaines. Sur l'éducation, nous avons construit environ 15 000 classes. Nous avons recruté massivement des enseignants. Sur la santé, nous avons construit des hôpitaux de référence. Sur la sécurité, vous le savez, le Niger est aujourd'hui entouré par plusieurs foyers terroristes. Mais néanmoins, notre pays ne connaît pas de foyer terroriste. Toutes les attaques, il est arrivé que nous subissons certaines attaques, viennent des frontières poreuses de certains pays. Cela nous coûte énormément en investissement. Il est pour nous aujourd'hui, puisque nous avons installé l'essentiel des institutions, de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Donc aller dans ce sens-là. L'autre phase que nous devons atteindre aussi, c'est le défi de l'éducation. Dans notre pays, durant les 2 mandats du président de la République, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons massivement investi, non seulement dans la construction des infrastructures écolières, mais aussi nous avons massivement recruté d'enseignants. Aujourd'hui, nous voulons aller dans la qualité. Il est important que dans notre pays, nous puissions recruter des enseignements bien formés afin de former nos jeunes. Vous le savez, l'éducation, c'est le facteur clé de tout développement. Et le président Bazoum l'a dit, il est allé à l'école pour faire de la politique. Aujourd'hui, il est en politique pour vraiment s'occuper de l'éducation. Avec les perspectives qui s'ouvrent à nous dans le domaine notamment minier et pétrolier, nous aurons des ressources pour vraiment former les jeunes aux emplois de demain afin de bien les insérer. Et surtout, ça nous aidera aussi à enchaîner sur le 4e point de l'essentiel de notre programme qui est celui de la démographie. Vous le savez, le Niger est l'un des pays les plus féconds au monde. Notre croissance économique ne suffit pas vraiment à nourrir les Nigériens et vraiment à les doter d'infrastructures
infrastructures à même de faciliter leur vie. Donc nous aurons là aussi à régler cette question démographique. Elle se pose à nous de cette manière. Il faudrait absolument que nous maintenions nos filles dans un cycle scolaire afin qu'elles puissent échapper au mariage précoce. Le candidat Mohamed Bazoum va-t-il respecter l'intégralité de son programme? S'il y a une valeur que les Nigériens louent chez le candidat Bazoum, au-delà de sa seule famille politique, c'est sa franchise, son honnêteté, son rapport à la vérité, qu'il a toujours pratiqué, je dirais même de manière excessive. Donc c'est un homme qui a toujours fait ce qu'il dit et qui prend toujours des précautions à ne pas dire ce qu'il ne fera pas. Donc vous verrez que vous trouverez que c'est un programme chiffré, un programme qui ne laisse aucune place au hasard, un programme qui est un retour d'expérience parce qu'aujourd'hui, nous avons l'expérience de 10 années de la gestion de pouvoir. Nous avons vu de l'intérieur ce qui a bien fonctionné. Nous avons vu de l'intérieur ce que nous pouvons améliorer. Donc, c'est pour cela qu'on parle de consolidation de notre programme Acte 1 et 2, mais aussi de franchir un autre palier. Donc vous verrez que le programme, comme je l'ai dit précédemment, a été fait avec toutes les précautions de budgétisation, parce qu'il ne faut pas promettre des choses que nous n'allons pas faire. Et je suis convaincu que ce qui est contenu dans le programme sera fait et peut-être même mieux. Donc, à la question de répondre, à la question de savoir s'il exécutera son programme, la réponse est oui. Enfin, une question aussi sur la vie politique. Comment se porte le dialogue politique ici au Niger? Au Niger, nous avons toujours eu une tradition de dialogue politique apaisé. Nous avons un cadre qui s'appelle le CNDP, le Conseil national de dialogue politique, qui est un cadre de concertation. Ce n'est pas un cadre législatif, il ne prend pas de décision, mais c'est fait pour apaiser les tensions politiques. Donc ce cadre-là, nous avons toujours pris part, nous, en tant que parti au pouvoir, et l'opposition, jusqu'à une date récente, où ils ont préféré boycotter pour de tas de raisons. Mais bon, vous savez, les oppositions africaines, parfois, lorsqu'elles comprennent qu'elles n'ont pas vraiment travaillé de projet, elles tentent parfois des petites méthodes de diversion, mais nous avons vraiment un cadre politique très apaisé, un Conseil national de dialogue politique qui se tient en général sous l'autorité du Premier ministre, qui fonctionne très bien. C'est un cadre qui fait des propositions, de consultation, ou en tout cas on essaie de vider toutes les questions politiques, électorales, de tout ce qui est conflit. Donc c'est un cadre permanent qui existe et que nous allons sans aucun doute pérenniser dans le temps en essayant de le faire fonctionner. Mais ça, c'est notre volonté, nous, partis au pouvoir. Toujours est-il que l'opposition a sa place aussi, les non-affiliés ont leur place dedans. Il s'agit pour chacun de jouer de manière responsable son rôle. En tout cas, nous ne l'avons jamais boycotté, hier dans l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. Je pense que nous participerons toujours à ce cadre-là parce que nous sommes une jeune démocratie. Il faudrait maintenir un dialogue permanent et franc. Et de ce point de vue-là, avec le président Issoufou, c'est ce qui a toujours été fait. Avec le président Bazoum, sans aucun doute. On a entendu plein de femmes témoigner, elles se mobilisent pour aller voter. Si jamais vous êtes élu, est-ce que vous allez respecter l'intégralité de votre programme, tenir vos promesses? Je m'efforcerai de tenir mes promesses, et vis-à-vis des femmes, et vis-à-vis de ceux qui ne sont pas des femmes. C'est clair, oui. Vous avez entendu mes propos ce matin, j'ai dit des choses qui sont très fortes, à mon avis, qui, à certains égards, sont peut-être même limites, et ne sont pas sans risque pour moi, mais j'assume mon engagement féministe et je considère que le statut actuel de la femme ne lui permet pas l'épanouissement requis par les exigences du développement de notre pays, tout simplement, et qu'il va falloir utiliser toutes les formules à même de permettre que les femmes s'épanouissent en favorisant leur scolarisation, leur maintien à l'école, leur formation, par la suite, leur employabilité et ainsi de suite. Je pense que nous devons
de propos délibérés, définir des politiques qui donnent des avantages spécifiques aux femmes pour que cette plus que moitié de notre communauté donne le maximum de ce qu'elle peut offrir à notre pays. C'est la fin de cette émission. Nous allons donc suivre demain ce que les urnes diront. Effectivement, les Nigériens et Nigériennes voteront. Rendez-vous dans quelques jours pour savoir qui sera le prochain président du Niger. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes.